Fabienne, déjà, bravo pour ce film. Merci. Merci à vous. Et on a un peu envie de savoir quelle est l'histoire derrière. Pourquoi vous avez eu envie de raconter Michel Bassompierre? Alors, pourquoi Michel Bassompierre? Alors, comme je le disais tout à l'heure, Michel Bassompierre, c'est une rencontre, et c'est la rencontre d'un artiste, et c'est la rencontre d'un monsieur qui dit que vivre sans créer est exclu. Donc, c'est aller chercher derrière ces sculptures monumentales qui est l'homme derrière l'artiste, et de voir ce que ça veut dire que créer, en fait. Et quand vous avez la chance de pénétrer l'atelier, l'univers de Michel Bassompierre, c'est un grand privilège, vraiment, c'est une grande chance. Et là, vous regardez cet homme travailler et vous attendez à un atelier où vous avez un artiste seul. Et en fait, c'est une vraie ruche, l'atelier de Michel Bassompierre, où il est là. Quoi qu'il arrive, il est concentré sur son travail. Et autour de lui, il y a une ruche. Il y a une dizaine de personnes qui sont là, qui travaillent. Tout le monde fait son petit... ce sont les petites mains de Michel Bassompierre. Et, et là, j'ai vu quelque chose, en fait. Vous entrez là pour faire un portrait d'artiste et vous regardez ce qui se passe autour. Et la caméra se décale un petit peu et vous vous apercevez qu'autour il y a une famille. Et c'est ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire qu'à un moment donné, cet homme est victime d'un très vilain monsieur qui le met sur le flanc, vraiment. Et quand cet homme dit vivre sans créer est exclu, on imagine bien que quand il décide de tout donner à ses enfants, que pour lui, c'est presque une mort, en fait. Et là, vous avez cette famille qui se soude autour de lui. Et ça devient une histoire de famille. En fait, c'est le portrait d'une famille. Et c'est ça, c'est le message qu'on ressent bien avec votre film. C'est ça qui vous a touché? C'est plus que ça, je trouve. Alors, bien sûr que c'est ça, c'est une famille et c'est l'effet magique de la famille. Et si on dézoome ça, on s'aperçoit que c'est l'effet du collectif, en fait, de cette force que donc, les enfants vont chercher, les amis. Et donc, il y a ce collectif autour d'une valeur, en fait. Et en fait, ce que le film dit, c'est juste une histoire d'amour, tout ça. Et une grande histoire d'amour. Et on se dit que si on est capable de se mobiliser avec comme seule motivation l'amour pour une vraie valeur, eh bien, je pense qu'on peut sauver le monde. C'est beau. Comme vous le disiez, on se sent privilégié d'être invité dans l'atelier de Michel. Philippe Guillet, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Nantes, je crois que vous aviez eu ce privilège d'aller dans les ateliers. Est-ce que ce film vous a fait regarder le travail de Michel différemment ? Alors non, il me l'a explicité surtout, il me l'a expliqué. J'ai beaucoup mieux compris tout ce travail qu'il y avait derrière. Première chose, j'ai beaucoup apprécié ce film. Effectivement, il raconte cette histoire de famille, puis cette histoire de la création. Et j'ai retrouvé des choses que finalement, nous, dans les muséums, on retrouve. Déjà, la première des choses, c'est que je refuse, dans les muséums en tout cas que j'ai dirigés, de présenter des gorilles ou des grands singes naturalisés. Parce que quand vous connaissez ces animaux-là, et quand vous les regardez de près, quand vous les regardez vivants, bien sûr, vous avez un rapport à ces animaux qui est vraiment très particulier, parce que vous avez en face, vous avez quelqu'un en face de vous. Et je trouve que justement, dans l'œuvre de Michel Bassompierre, quand on est devant ces gorilles, on a un animal vraiment devant vous. Et c'est vraiment une façon de représenter cet animal qui est quand même un animal assez fabuleux. Alors, il y a d'autres animaux, bien sûr, mais je trouve que ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, qui a été dite aussi, ce côté peut-être en ce moment à la mode, mais qui existait depuis très longtemps dans les muséums. Les muséums, pendant longtemps, on a un petit peu souffert de ce côté un petit peu ringard dans les années 80, 90. On disait, oh, vous êtes bien gentils avec vos petits fleurs, vos petits oiseaux. Et de voir justement maintenant cette vague qui se porte vers nos musées, vers cette question de la relation à l'animal, la relation à la nature et la nécessité de sauver et de protéger et de défendre cette nature. Oui, alors justement, l'art de Michel Bassompierre n'a pas été reconnu tout de suite. C'est ce qu'il explique quand il est sorti des Beaux-Arts. On l'a trouvé ringard. Bertrand Guillet, vous qui êtes directeur du château de Nantes, comment vous envisagez le travail de Michel dans l'histoire de l'art ? Comment ça se fait qu'il n'ait pas été reconnu tout de suite ?
Je dirais que c'est le problème des catégorisations dans l'histoire de l'art et principalement dans l'art occidental. Finalement, la représentation du monde animal, elle a toujours été là, y compris dans l'art occidental. Mais à partir du moment où les grandes académies, notamment l'Académie des Beaux-Arts, de peinture, a un petit peu codifié, catégorisé les choses, je dirais la représentation du monde animal pour l'animal, dans le rapport à l'animal, est devenue une sous-catégorie. Et il a fallu vraiment attendre le 19e siècle, avec le cycle presque des révolutions artistiques. Ça a commencé avec le romantisme, hein, on pense notamment au sculpteur Barye, et évidemment avec le réalisme, hein, Rosa Bonheur, Brascassa en peinture, et puis on a vu Frémier dans le film, et puis après, au 20e siècle, de Pompon à Lalanne, aujourd'hui, on voit que ça s'est émancipé justement de ces carcans-là. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est une vision excessivement occidentalisée, et particulièrement au musée de Nantes, on essaye de sortir dans ces cadres et de regarder plutôt un peu la globalité des expressions artistiques. Et quand on sort du schéma occidental, et notamment dans la relation artistique à l'animal, on voit que les questions sont posées différemment. Et je pense, par exemple, prenons l'art inuit du Cap d'Orsay, où on voit beaucoup d'ours également représentés qui sont au cœur finalement de cette civilisation. Mais quand on regarde aussi par exemple la peinture japonaise, j'ai pu faire des éléments de démonstration avec Okusai, où effectivement, chez un grand peintre comme Okusai, il y a aussi un genre qu'on appelle le kachoga, qui est aussi le genre de la représentation du monde animal. Parce que finalement, se pose une question fondamentale qui s'est développée au cours du XXe siècle avec l'anthropologie ou la philosophie anthropologique. Hein. On pense à Lévi-Strauss, à Descola récemment, voire à Morisot, jeune philosophe, qui pose aussi les questions finalement de la relation de l'homme à la nature. Et c'est là où peut-être Michel a une singularité, c'est que lui, il explique qu'ils sont 4 dans sa tête. Il y a l'animalier, oh, j'ai un trou. Le dessinateur, le sculpteur et l'anatomiste. Voilà, il connaît tellement bien l'animal. Il l'a observé enfant. Il raconte avec son frère, il était dans la forêt. Voilà, il y a une singularité du travail de Michel qui vraiment représente l'animal tel qu'il est et comme il est dans la nature, en fait. Je pense que derrière, alors Philippe répondra peut-être de façon plus science, hein, scientifiquement parlant, mais je pense que dans la relation justement à ce travail-là, c'est la place de l'homme qui est fondamentalement posée. Si vous vous considérez comme un être dominant et finalement la nature étant assujettie à vous, vous aurez une relation un petit peu différente. Mais comme je l'expliquais justement par rapport aux civilisations inuites ou aux civilisations asiatiques, où l'homme n'est qu'une composante de la nature, n'est qu'un élément complet de la nature et qui doit justement vivre et composer avec cette nature, forcément le regard que vous portez sur l'animalité est totalement différent. Et je crois qu'il y a quelque chose de ça dans ce travail. Et Michel, il considère l'animal comme son frère, ça se ressent dans le film. Ça se ressent tout à fait, parce qu'on a déjà, effectivement au niveau de l'anatomie, ça c'est une chose importante, parce que je trouve quand on est dans cette relation art-science, on a souvent à la fois des choses qui sont ni de l'art et des choses qui sont ni de la science. Et je pense que ce type d'œuvre, ce caractère d'œuvre où on sent effectivement le travail sur l'anatomie, hein, c'est les muscles, la position, on est dans des positions qui sont tout à fait naturelles. Bien sûr qu'il y a le travail de l'artiste après qui met en exergue certains caractères de l'animal, mais je trouve que oui, on est en face d'animaux, et c'était dit dans le documentaire, justement, ce regard qui s'échangeait entre l'œuvre et l'animal. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, par rapport à un gorille empaillé, c'est tellement moche, alors que là, on a cet échange qui se fait. Et ça c'est vraiment important. Et d'ailleurs, toutes les œuvres de Michel ont en fait un nom qui correspond à l'attitude de l'animal. Donc, par exemple, quand on a un ours qui a le nez en l'air, c'est l'effluve. Quand il regarde en bas, ça s'appelle les fourmis. Voilà, en fait, Michel, il représente les animaux comme des êtres gentils parce que souvent, en fait, ils ne sont pas du tout agressifs. Et c'est assez rare, en fait, de les voir représentés comme ça.
Oui, mais les animaux sont rarement agressifs. Regardez les gorilles, il y a quantité de reportages où ils montrent les gorilles. Ils sont agressifs, évidemment, quand quand ils sont eux-mêmes agressés, bien entendu. Et ils ont toutes les attitudes. Alors évidemment, sur les grands singes, on est tellement proche d'eux qu'on retrouve dans ces grands singes des attitudes que nous-mêmes avons. Ça, c'est clair. Donc effectivement, regarder, sentir, on voit cette... mais ça, c'est aussi le travail de l'artiste de faire ressortir justement et d'être dans la vérité. Moi, j'insiste beaucoup dans cette vérité de l'attitude, de la vérité scientifique de l'animal. Ce respect de l'animal aussi. Je crois que c'est important. C'est vraiment ça. C'est aussi un respect de l'animal. Et ça permet de transmettre des messages aussi. Vous êtes particulièrement d'accord avec ça. L'art permet de transmettre des messages complexes et d'apporter une autre vision. Ah oui, complètement. C'est d'ailleurs, je prends l'exemple de notre futur musée où on a un point vraiment important, c'est comment raconter ce que les scientifiques font sur vraiment les 10-43 secondes, c'est-à-dire vraiment les tout débuts de notre univers. Or, il y a plein de théories, enfin il y en a 6 ou 7, je crois, théories mathématiques plus ou moins compréhensibles, ou plus ou moins incompréhensibles d'ailleurs, moi j'avoue, de massif. Donc la question a été de se dire, mais comment va-t-on pouvoir parler de ça, parce que c'est quand même important. Et en fait, il faut faire appel, en l'occurrence à une artiste en plus nantaise, qui sait très bien s'exprimer sur ces choses-là, pour essayer de donner l'impression de ce qui aurait pu se passer dans ce temps très court, dans ce temps qui est vraiment au tout début de l'univers, avec finalement la naissance de la lumière, la naissance de tout ce qu'on connaît après. Et ça, c'est vraiment l'artiste qui peut porter ce message au mieux du monde pour bien faire entendre ce que l'on a à dire. Alors il y a aussi une façon de passer le message politique, c'est de faire venir l'art dans la rue, puisque les œuvres de Michel, elles sont installées à Vertou. Monsieur le maire, vous les avez vues, peut-être vous êtes nombreux à les avoir vues. Ce que me disait Karen tout à l'heure, c'est qu'en fait les gens, quand l'exposition part de chez eux, de leur ville, souvent les animaux leur manquent. Parce qu'en fait on s'est habitué, mais donc il y a un message très politique quand on installe l'art dans la rue. Peut-être Bertrand, ça vous parle? Oui, c'est quelque chose qu'on expérimente beaucoup à Nantes, vous l'avez vu avec le voyage à Nantes, par exemple, et puis y compris au château. Moi, je ne devrais pas dire ça, moi qui suis du monde des musées, mais le monde des musées, c'est un peu un monde clos, avec toutes les difficultés d'accès social, etc., qu'on peut imaginer, tandis que, et parfois même tous les codes à l'intérieur qui sont inhérents à la structure et qui imposent, y compris dans la démonstration par l'art des choses. Or, la rue, elle est tout le monde, et à partir de là, vous pouvez vous approprier plein de choses, et le fait de déplacer justement la création artistique dans la rue, c'est un potentiel extraordinaire, à la fois pour l'artiste, évidemment, dans sa relation justement à ce que le public perçoit de tout ça, mais même dans le quotidien, dans cette expérience que vit le visiteur, dans sa relation à l'art, c'est sans barrière. Voilà, il y va avec sa sensibilité, avec son parcours, sa culture, ce qu'il a envie de prendre, ce qu'il n'a pas envie de prendre, il est libre. Le monde des musées, c'est un petit peu différent. Vous êtes effectivement dans une forme de codification où vous avez des choses à respecter, où vous pensez même qu'il faut devoir respecter des choses, alors que peut-être que c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas, et voilà, il y a une contrainte que l'espace urbain n'a pas et offre justement en termes de potentiel, à la fois pour l'artiste et pour le regardeur, quoi. Est-ce que ça, vous l'avez ressenti, Fabienne, pendant le tournage, qu'il y avait une relation particulière entre le public et les œuvres de Michel ? Oui, complètement. Les œuvres de Michel donnent le sourire. Et à Vertou, c'était vraiment du bonheur, en fait. D'ailleurs, on le voit sur le film, c'est cette petite fille qui mime, en fait, le geste de l'ours. Et le vrai cadeau, c'est cette dame à New York qui parle du gorille de la paix. Mais c'était incroyable. Enfin, on aurait voulu l'imaginer, le fictionner, ça n'aurait pas marché. Et c'est un bel exemple, effectivement, de ce que procure, je dirais, systématiquement les œuvres de Michel en extérieur. C'est juste magique.
Le gorille de la paix qui remplace, enfin, qui offre un autre point de vue plutôt que celui du King Kong agressif de l'Empire State Building. Là, on revient encore sur la relation de Michel avec l'animal. Ça, vous l'avez senti aussi, Fabienne, cette relation profonde de Michel. Vous avez eu envie de véhiculer ce message aussi. Ah oui, bien sûr. Michel vit le vivant, en fait. Il a un tel amour de la vie et du vivant qu'il fallait que dans le film, ça transpire ça, parce que c'est Michel Bassompierre. Il est amour de la vie, cet homme. Et il est très humble. On voit que Complètement. c'est difficile pour lui quand on lui dit que ce qu'il fait est beau. Voilà, ça c'est un côté que vous avez découvert aussi, peut-être Philippe, de Michel Bassompierre. Ah oui, la visite que j'ai eue dans l'atelier, est quand même très, 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 très éclairant. Déjà, effectivement, cette fourmilière avec Karen, avec Guillaume, avec les frères, c'est quand même, c'était une belle expérience et de voir Michel Bassompierre dans son atelier à raconter un peu sa vie. Bon, ça n'a pas été très long, mais c'était un moment. Moi, j'ai trouvé que c'était un beau moment parce qu'on sentait déjà. L'amour aussi de transmettre, ça c'est une chose aussi qui était importante, hein, que j'ai senti à travers le professorat par exemple, et puis dans la façon de parler, de vouloir transmettre quelque chose, alors transmettre les enfants, mais transmettre bien au-delà. Et ça c'est quelque chose d'important, parce qu'il transmet aussi des valeurs qui sont celles, effectivement, s'il y a le VVF qui est associé, c'est des valeurs de protection de cette nature, finalement, protection de notre environnement, et puis protection de nous-mêmes, hein, parce que on est dans cet environnement, on est un élément parmi cet environnement. Si l'environnement disparaît, ou si des éléments de cet environnement disparaissent, nous disparaîtront aussi. Et des œuvres, ça permet d'avoir une approche plus sensible des œuvres d'art pour justement véhiculer un message de préservation des espèces. Oui, bien sûr, tout ce qui peut aider à cette préservation des espèces, avec ce message sensible, ce rapport sensible à l'objet. Je vous le disais encore par rapport à ces gorilles naturalisées, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que peut proposer Michel Bassompierre à travers son gorille. On a une relation qui est quand même une relation beaucoup plus touchante, vibrante, et ça, c'est véritablement c'est important. On a besoin de ça en ce moment, on a vraiment besoin de cette approche-là, approche sensible, approche artistique, parce que tout doit converger vers... on est dans des moments très compliqués, hein, avec cette chute de la biodiversité. On a vraiment besoin de tout ce qui peut aider à maintenir notre propre vie sur cette terre. Sur la façon de travailler de Michel, peut-être Bertrand, vous avez un point de vue qui peut être intéressant. On voit qu'il travaille un peu à l'ancienne, on dirait comme les anciens grands maîtres. C'est une façon de travailler singulière aussi. C'est vrai que quand on est habitué à des process artistiques beaucoup plus actuels, ça reste surprenant, hein, ce qu'on appelle le vieux métier, mais quelque part c'est aussi la confrontation à la gamme, hein, c'est la confrontation au savoir-faire, et c'est sublimer le savoir-faire. Je pense que ce qu'arrive à faire aujourd'hui Michel Bassompierre, simplement avec un morceau d'argile, c'est des décennies de confrontation à la matière, hein, et c'est cette accumulation finalement d'expérience sur la matière et dans ce que peut produire la matière quand on la façonne avec le regard et l'intention artistique. Et c'est ça qui est très joli à regarder dans le film, et de voir justement ces emboîtements d'échelle avec le travail très sensible de l'artiste sur la matière, et comment après les techniciens prennent le relais avec les premiers moulages en marbre, et puis après les excroissances pour arriver au majestueux. Et ça c'est aussi... là on n'est plus dans le métier traditionnel, hein, vous voyez, on est dans une autre réalité, même si traditionnellement, si on revient au bronze, la technique des bronzes reste traditionnelle. C'est le modelage de base qui est très traditionnel. D'ailleurs, il faut savoir que Michel travaille avec les mêmes couteaux depuis qu'il est sorti des Beaux-Arts. Il n'a pas changé de couteau. Oui, je crois que les artistes ont un attachement à leur médium, hein, à ce qu'ils travaillent, et forcément avec une familiarité avec leurs outils, parce que justement, c'est ce qui participe justement par la matière, dans la matière, à leur questionnement.
Eh bien, merci à tous les trois. On va poursuivre avec peut-être des questions du public, si vous avez des questions qui s'adressent à nos invités, pas à Michel, parce que comme je vous l'expliquais, faut le laisser un petit peu tranquille. Il montera peut-être sur scène à la fin de la soirée. Mais voilà, si vous avez des questions, on va faire passer un micro. Je vais faire passer le vôtre. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre le micro pour le faire passer ? La salle est grande et elle est bien pleine. Ça fait plaisir. Je me demandais juste ce que devenaient les premiers modèles en argile. Alors, je crois qu'ils sont tous... en fait, ils restent dans l'atelier. Il me semblait... En fait, il y a toute une pièce dans l'atelier de Michel avec les originaux. Voilà, donc ils sont conservés. Et j'ai envie de rajouter que pour un conservateur de musée, c'est extrêmement important qu'il soit conservé, puisque aujourd'hui, que ce soit dans les musées en général ou des musées dédiés à des personnalités ou des artistes, ces tout premiers gestes, ces tout premiers travaux dans la matière, ce que j'expliquais tout à l'heure, sont fondamentaux pour justement appréhender la démarche de l'artiste. Donc on est très très heureux, nous, dans le monde des musées, quand on travaille sur la sculpture, de pouvoir remonter justement tout le process de fabrication pour arriver aux tout premiers échanges entre cette matière et l'artiste. Ce qui avait été un peu fait à Vertou pendant l'exposition, il y avait peut-être une préfiguration du futur musée Bassompierre. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public ? Tout devant cette fois, c'est pour vous faire marcher. Bonsoir. Moi, ce qui m'a interpellé au-delà de la beauté du geste artistique et de l'ode à la nature sauvage, c'est aussi la violence du marché de l'art, peut-être, parce qu'on croit comprendre que la carrière de Michel Bassompierre aurait pu s'arrêter de manière un peu tragique. Et moi, ça m'interroge aussi beaucoup aujourd'hui sur comment on valorise un artiste comme celui-là. On a presque l'impression que c'est artisanal là aussi, avec la famille qui est derrière, face à voilà, un marché qui a l'air très dur. Est-ce que c'est une histoire personnelle, voilà, un mauvais coup de chance, enfin un mauvais coup du sort, ou est-ce que c'est vraiment le signe que le marché de l'art est vraiment très, très dur et peut, voilà, faire ou défaire très facilement des trajectoires même de génie comme ça? Qui veut répondre ? Bon, effectivement, après, ça dépend beaucoup des personnalités, de leur environnement. La configuration, justement, du fonctionnement de Michel Bassompierre, elle est relativement fréquente. Là, on a une particularité que le film a bien montré, c'est la famille, mais beaucoup de très grands artistes travaillent avec beaucoup d'assistants et avec tout un milieu. Et évidemment, l'une des clés de tout ça, c'est la qualité souvent de la relation avec un galeriste qui prend le relais. Regardez l'histoire de l'art, Picasso, Kahnweiler et compagnie, on voit très bien qu'il y a des duos qui se font. Une particularité peut-être par rapport au monde de la sculpture, c'est que c'est un domaine d'expression extrêmement onéreux. Quand vous imaginez produire des bronzes, ça coûte très cher, donc il faut derrière effectivement une logistique commerciale qui soit opérante. Et c'est ça probablement une des difficultés. Il y a certaines expressions artistiques où c'est peut-être un petit peu plus simple, mais l'importance de la qualité avec le monde des galeristes, évidemment aussi le monde des musées, tout ça tricote ensemble, et le fait que l'artiste puisse avoir un environnement favorable à la création, et là particulièrement avec un cercle familial qui gère tout ce que les artistes n'aiment pas faire finalement, et préfèrent se consacrer à leur création, permet effectivement de sortir des ornières que peut-être ont été celles que Michel Bassompierre a connues précédemment. Oui, bonsoir. Une question un peu pratique justement en termes de réalisation. Quand vous avez ce projet du coup de film, est-ce que vous savez, entre guillemets, ce que vous voulez filmer par rapport à l'idée que vous en avez dès le début, ou est-ce que le film se fait au fur et à mesure de ce que vous filmez et il prend sa forme du coup finale, qui est très très belle? Alors, merci pour l'image très très belle. Non, vous avez au départ une image de ce que vous allez tourner, évidemment, puisque ce que je disais tout à l'heure, le film est écrit en fait,
Et parce que tout ça coûte de l'argent et que le producteur préfère que vous ayez écrit et vous lui dites exactement ce que vous souhaitez faire et voilà, quelle histoire vous voulez raconter. Donc oui, effectivement. Après, vous avez beau écrire le documentaire, le réel se charge de venir bousculer tout ce que vous avez écrit en un clin d'œil. Et c'est la magie du documentaire qui vous oblige à réinventer à chaque fois les choses, mais bien évidemment en gardant la ligne. Ici, c'était le départ du film, en fait, enfin plutôt la fin. J'avais au départ la fin, et quand on dit vous avez la fin d'un film, vous avez le film. La fin, c'était bien évidemment ce gorille qu'on expose à New York. Donc après, vous rétropédalez et vous dites, voilà, vous allez vivre, partager l'expérience avec le public de la création de cette œuvre. Et à partir de là, vous mettez de la chair autour de ça. Et la chair, c'était la chair de Michel Bassompierre et de sa famille. Donc oui, vous savez où vous allez quand vous déjà plantez votre caméra dans l'atelier de Michel Bassompierre. Mais vous avez parfois des jolies surprises ou des couacs. Ça, vous en avez eu ? Oui, toujours. Vous avez, parce que le réel, en fait, en fiction, vous écrivez et en fait, vous allez tourner ce que vous avez écrit. En documentaire, vous écrivez ce que vous pensez pouvoir trouver. Mais oui, le premier jour du tournage, chez Rosa Bonheur, j'avais imaginé qu'on tournerait dans le parc où Michel, justement, parle de ses frangins, l'appel de la forêt. Je voyais tout à fait, c'était juste du bonheur, c'était un rêve. Et bien évidemment, la météo s'est chargée de tout bousculer puisqu'il a fait un temps exécrable et que j'ai même dit au producteur, mais on va décaler. Et il m'a regardé avec des gros yeux en me disant, mais elle est folle. Donc non, et voilà, et on s'est adapté en fait, on s'adapte tout le temps. Oui, dans le film, vous parlez d'un projet de musée Bassompierre. Je voudrais savoir où on est, à quel état on est ce projet, s'il y a un lieu qui est déjà défini ou si c'est simplement en devenir et un souhait. Est-ce qu'on peut Oui, et alors pour ça, vous nous offrez une belle transition. On va demander à Karen et Guillaume Bassompierre de venir sur scène pour parler effectivement de l'avenir et de ce futur musée Bassompierre. L'idée pour nous, c'est d'ouvrir un musée le plus rapidement possible parce que ce qu'on aimerait, c'est que mon père soit là le jour de l'ouverture. Donc, les choses peuvent aller très vite et du coup, peuvent se dégrader très vite. Donc, on a envie de faire ce musée le plus rapidement possible. Donc, il sera sur ce territoire. Donc, vous pourrez tous venir puisqu'il sera chez nous. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on monte une fondation. Il faut qu'on trouve des fonds pour créer ce musée. Donc, ça va être notre travail des prochains mois. Et d'ailleurs, on n'a pas encore de musée, mais on a déjà une directrice de notre musée, donc Nathalie, que vous allez voir tout à l'heure, et qu'on vient de recruter pour monter ce merveilleux projet qu'on a à court terme. On va peut-être redire que cette avant-première est en partenariat avec WWF. Peut-être, Guillaume, vous voulez nous dire un petit mot sur cette fondation Oui, le WWF, ils avaient un logo avec un panda, donc on s'est dit, tiens, on va faire un truc avec eux. Mais en fait, non, c'est une très belle rencontre. On a rencontré évidemment un projet, mais des hommes et des femmes formidables qui le portent. On est très amis maintenant avec Isabelle Autissier, qui est la présidente d'honneur du WWF. Qu'on a vu dans le film. Et que vous avez vu à Haute-Goulaine. Qui était venue au 4-1 quand on a fait la conférence. Et voilà, donc ils sont souvent parrains de nos expositions dans l'espace public, et à nous, à l'inverse, on soutient beaucoup de leurs programmes et on les aide à notre manière, et il y a même un programme dont François Cluzet et Michel Bassompierre sont les parrains au sein du WWF. Donc on se renvoie l'ascenseur mutuellement, et je crois qu'on s'aime, comme disait Fabienne. Voilà, donc on peut faire des dons au WWF. Exactement. Hésiter. Est-ce que ça serait pas le moment de faire venir toute l'équipe sur scène ? Ouais, merci Amélie. Alors attends, parce que j'ai fait des notes. Ah. Parce que je ne me rappelle plus combien on est dans l'équipe. Il y a trop de monde. Non, mais d'abord, ce que je voulais dire.
avant qu'on fasse monter tout le monde. Ouais. C'est que je voudrais moi aussi remercier quelques petites personnes. En tout premier lieu, John Paul, qui est au premier rang, qui se cache derrière ses lunettes ou son appareil photo. Comme l'a dit Fabienne tout à l'heure, c'est grâce à lui et à cette rencontre qu'on a faite il y a 3 ans maintenant. Voilà, une rencontre entre 2 artistes, un photographe et un sculpteur, et 2 personnes très généreuses. Et du coup, John Paul en a parlé à sa voisine Fabienne qui ne savait pas quoi faire en 2025. Donc, tout a démarré comme ça. Donc, un grand merci John Paul, et une partie des belles photos que vous avez vues dans le film sont de lui. Ensuite, un grand merci évidemment à Fabienne, Thierry, Thomas, toutes les personnes qui nous ont suivis pendant 1 an, qui ont fait partie de la famille, eux aussi. Voilà. Et on sera ravis de faire l'épisode 2 avec eux. Ils vont nous suivre pendant 2 ans sur la création du musée. Je leur annonce parce qu'ils n'étaient pas au courant. Ensuite, un grand merci à Philippe et à Bertrand d'avoir accepté de venir ce soir, alors qu'il y avait plein de choses super sur France 3 notamment. Mais merci beaucoup. Merci Amélie, évidemment, qui a organisé, t'as animé tout ça formidablement. Un grand merci aux équipes de Pôle Sud qui nous ont accueillis ce soir dans cette incroyable salle de cinéma. On était à Paris il y a 2 jours, et c'était pas du tout aussi bien. Hein. Ils sont nuls les Parisiens. Nous à Basse-Gaulaine, on fait tout mieux. Donc un grand merci à Nico, bien sûr, à Philippe qui nous a prêté la salle, et puis à Thierry qui dirige cette salle. Un grand merci aux équipes de France Télé, à Loïc, Sandrine et tous les gens qui sont présents ce soir. Et puis donc grand merci au WWF comme j'ai dit. Et pour finir, un grand merci aux équipes de la ville de Vertou. C'était quasiment un film promotionnel là, pour la ville de Vertou tout à l'heure. D'ailleurs, pendant la projection, Monsieur le maire a regretté que l'exposition soit partie, je crois. Vous pouvez donc un grand merci voulez. À Rodolphe, effectivement, et à Marie et à toutes les équipes. Et donc à propos d'équipe, eh bien, j'enchaîne et j'aimerais que toute l'équipe de la Bear Team, comme on l'appelle, pas le Bear Team, mais la Bear Team, viennent sur scène pour que vous puissiez les voir. Vous les avez aperçus à plein de moments dans le film. Donc, Karen, que vous avez vu durant 3/4 du film, Eric, Mélina, Laurent, Anne, Amélie, Willy et Nathalie, la petite dernière, qui est arrivée lundi, mais qui fait partie à part entière de l'équipe. Mets-toi dans la lumière, Nathalie. Voilà. Eric, voilà, qui se cachait aussi, voilà. Et puis les 2 derniers, eh bien Catherine, que vous avez vue aussi tout à l'heure, et l'artiste Michel Bassompierre. Bon là, il n'aime pas être dans la lumière, mais... Je suis impressionné. C'est normal, un ours sorti de sa tanière, quand il voit trop de monde, ça lui fait un peu peur. Voilà, je suis tout seul maintenant. Bon, je me recule. Je me réaligne sur tout le monde. Bon, mais j'ai pas grand-chose à dire. Hein, comme d'habitude, l'artiste a besoin d'être tout seul. Alors, quand je travaille lors de conférences ou autres, je suis dans ma bulle, il peut y avoir plein de monde autour de moi. Et j'ai vu qu'au niveau de... Quand on a fait passer le micro pour avoir quelques questions, tout ça, vous avez été très timide, vous aussi. Je pense que vous avez, dans vos ancêtres, un ours aussi, parce que vous êtes très discret, quoi. Bon, sinon, pour parler de moi, parce qu'il faut parler un peu de l'artiste quand même, c'est vrai que mon père était scientifique et puis j'étais sur Paris, on avait nos entrées au Muséum d'Histoire Naturelle, donc je voyais tous ces gros animaux, tous ces squelettes, ça m'a toujours fortement intéressé. Puis à côté, il y avait le Jardin des Plantes, donc moi tout petit je voyais ça, puis après un peu plus grand, mes parents nous emmenaient aux eaux de Vincennes, hein, donc je voyais plein d'animaux. Bon, et puis on a déménagé, on a été sur Rouen, parce qu'on père dirigeait un bureau de recherche géologique. Et là, il y avait des forêts autour, et avec mes frangins, ou seuls, on allait passer la nuit en forêt,
parce qu'on aimait bien entendre la forêt s'endormir, avec des animaux qui se cachaient pour ne pas être mangés par les autres. Et on passait la nuit, pile le matin, le jour se levait, et ceux qui n'avaient pas été mangés se permettaient de chanter à ce moment-là. Ils avaient toute une journée devant eux pour vivre, quoi. Donc la forêt nous a toujours attirés, le monde sauvage. Bon, ma mère, elle avait fait les arts déco à Paris. Elle faisait du portrait, elle faisait énormément de choses, de la peinture, de la gravure sur bois, et elle dessinait en bloc opératoire des opérations chirurgicales pour illustrer les bouquins des professeurs de chirurgie pour leurs élèves, et ainsi de suite. Donc, j'ai grandi entre ces deux parents, et puis j'ai fini par atterrir. J'étais bon qu'à ça, j'étais même pas bon en cuisine, c'était pas mon truc. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, à la limite. Bon, l'art, les arts plastiques, tout ça, oui, ça touche l'esprit. Ce qui me transporte le plus, c'est la musique, parce que là, ça emporte l'âme. Mais enfin, bon, je ne suis pas musicien, je suis plasticien. Donc, aux Beaux-Arts, j'ai eu un avantage. J'avais des très bons profs, comme ça arrive quand même, quelquefois. Et on apprenait, ça se fait beaucoup, ça se refait de plus en plus. On avait des modèles qui posaient pendant 10 secondes. Toutes les 10 secondes, ils changeaient de position. Donc, j'ai appris à dessiner extrêmement vite. En 10 secondes, on a l'essentiel. On a surtout l'esprit de son modèle. Et ça m'a servi après beaucoup dans les zoos. Je retournais dessiner aux zoos de Vincennes. Je dessinais dans les cirques, partout. Partout, je dessinais des animaux. Et donc, ça m'a permis de travailler très vite, de capter la forme de l'animal. Alors, on disait tout à l'heure, j'avais dans ma tête 4 personnages. Il y a l'animalier, celui qui connaît très bien l'animal, qui l'a étudié, qui connaît son comportement, sa façon de fonctionner. Et puis, très important aussi, l'anatomiste, celui qui déshabille l'animal jusqu'aux os pour comprendre comment il s'articule, pourquoi il marche comme ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Bon, et puis, ceux-là sont des gens très sérieux. Et puis, il y a le dessinateur, c'est lui qui va capter l'esprit de l'animal. Et le dernier, le sculpteur, qui va lui donner la forme. Donc, à 4, on arrive à travailler pas trop mal, puisque... Je disais, c'est une anecdote avec Philippe Geluck. Je disais, moi, on est 4 dans ma tête, mais les 4, ils s'entendent bien parce que j'ai encore mes cheveux. Mais lui, il m'a dit, il ne faut pas se moquer de moi, il a trouvé que c'était un peu vachement. Philippe Geluck, c'est le papa du chat, mais je pense que vous aviez pensé. Voilà. Donc, j'ai mon truc depuis toujours, depuis gamin, c'était la sculpture, c'était le modeler, c'était ça. Je continue, et puis maintenant j'ai une équipe. Alors, comme j'étais bon à pas grand-chose, et surtout pas à me vendre, et aux Beaux-Arts, le maître mot, c'est toujours soyez sincère avec vous-même. C'est-à-dire, faites quelque chose que vous ressentez, ne cherchez pas à plaire. Ça, je ne cherche pas à plaire, c'est pas mon truc. Donc, j'ai toujours voulu faire quelque chose que je trouvais beau. Et moi, j'ai toujours été en admiration devant la nature, devant son fonctionnement. Et c'est ce qui manque, je dirais, à nos nouvelles générations, savoir s'enthousiasmer. Parce que quand on s'émerveille, on oublie de vieillir, on oublie tout. Et puis on dit, oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est génial, ça fonctionne. Le fourmi, c'est tout petit, le cerveau est tout petit là-dedans, et ça fonctionne. Et c'est intelligent aussi. Donc, savoir s'émerveiller, pour moi, c'est la première des choses pour nous, être humain, savoir s'émerveiller, c'est tout. Voilà. Bon, j'ai assez dit de bêtises. Je laisse ma place à des gens sérieux. C'est un beau message. Merci Michel. Et si vous voulez vous approcher... Ah bah oui, les applaudissements. Oui. Émerveillons-nous. J'ai mis ici l'ours que j'ai commencé l'autre jour, je n'avais pas le temps de finir. Ce soir, je ne vais pas travailler, j'ai eu des problèmes de santé. Bon, je vieillis et puis voilà. Mais sinon, c'est dans mon atelier que je suis le mieux pour travailler. Même. Voilà. Donc cette pièce qui est terminée, c'est de pouvoir modeler un ours comme ça en une soirée. Donc si vous voulez vous approcher pour voir ce modelage, vous êtes les bienvenus. Merci Michel.